Bonjour et bienvenue à ce nouveau live de No Code for Good. Donc, tous les mois, on se retrouve ici sur Twitch pour parler de ce qu'on peut faire avec des outils no code. Et nous, à No Code for Good, on a la conviction qu'on peut faire beaucoup de choses et avoir un impact. Je suis Angeline, je suis Product Manager pour No Code for Good et je suis avec Quentin. Hello Quentin. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Angéline, comment vas-tu? Super, et toi? Super, écoute, petit début d'été, tranquille, avec des nouveaux projets à montrer cette semaine. Super, impeccable. Alors, Quentin, qui est product builder et formateur, expert de software et qui est notre tech lead à No Code for Good. Donc, je rappelle peut-être en deux mots, là, ça commence à arriver tout doucement, je rappelle rapidement ce qu'est No Code for Good. Donc, No Code for Good, c'est une plateforme qui met en relation la communauté des no-codeuses et des no-codeurs solidaires, c'est-à-dire des personnes qui utilisent des outils no-code et qui construisent avec des outils no-code, avec des projets à impact social, sociétal ou environnemental positif. Donc, c'est un peu redondant. Donc, No Code for Good, en fait, a été fondé pendant le Covid, avec cette idée que, à l'époque, situation d'extrême d'urgence, avec des outils no-code, en quelques heures, littéralement, dans le meilleur des cas, et sinon facilement en 2-3 jours, eh bien, on peut faire des petites applications très utiles. Et là, en l'occurrence, c'était plutôt des applications de mise en relation qui étaient importantes pour pouvoir aider les gens dans cette situation de Covid. Et donc, depuis, No Code for Good s'est développé. Aujourd'hui, c'est une plateforme où n'importe qui a une idée, qui a une association, qui a un projet pour avoir un impact, peut venir proposer une mission à cette communauté de développeuses et de développeurs. Donc, tous les mois, on reçoit, ou pratiquement tous les mois, on reçoit, bonjour Xavier, on reçoit ici sur Twitch à la fois une buildeuse ou un builder et un projet qui peuvent nous présenter leur collaboration. Et aujourd'hui, on va avoir la chance de recevoir Noah, qui va pouvoir nous parler d'un projet qui est assez inhabituel. Du coup, on va pouvoir les faire venir. Quentin, si tu veux faire venir Audrey, la voilà. Et Marilou, bonjour. Bonjour Audrey, Bonjour. bonjour Marilou, ravie de t'accueillir. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, j'étais en train de dire, Noah est un projet un peu atypique, on va dire, pour No Code for Good, parce que c'est vrai que souvent, on accompagne des associations ou des projets qui existent depuis un certain temps et qu'on aide en fait à avoir plus d'impact avec leur digitalisation, puisque l'idée de No Code for Good, c'est que tout le monde n'est pas expert de la tech ou tout le monde n'a pas forcément des moyens. Or, on peut, avec des outils no code, faire assez facilement des choses. Mais dans le cas de Noah, en fait, on a affaire à un projet qui est extrêmement récent. Donc, ça, c'est chouette aussi de voir comment, avec des outils no code, on peut très rapidement faire des choses et aller vers l'impact. Donc, du coup, Marilou, je suis ravie que tu aies pu nous rejoindre. Merci. Toi, Marilou, tu es originaire de Toulon. C'est ça, hein, tu es passionnée de l'océan, de la mer, mais aussi par la tech, par l'innovation. Et donc, tu es consultante et si j'ai bien compris, tu accompagnes en fait des entreprises ou des institutions. Dès qu'il y a un sujet mer, en fait, ce que je comprends, c'est qu'on peut t'appeler. Donc, tu peux être conseil sur la stratégie, par exemple. Donc, en fait, tu as fondé Noah, tu as cofondé Noah, il me semble, en 2023 ou début 2024. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Voilà, pourquoi? Et qu'est-ce que c'est? Et peut-être aussi nous définir l'aquaculture, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est.
Bon, bah déjà, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, alors, tu as été très optimiste. En fait, on est vraiment une baby association puisqu'on a été officiellement créé en octobre 2024. Donc, on n'a même pas encore un an d'ancienneté. Mais en vrai, donc officiellement, on a créé NOAA, donc, qui est l'acronyme pour Network of Women in Aquaculture. Mais c'est une association donc française, puisque je suis la secrétaire générale française, donc c'était plus facile pour moi de créer une asso française. Alors, comment on a eu cette idée? Donc, comme tu l'as très bien dit en introduction, moi, je suis dans le milieu maritime, dans le milieu de la technologie, des innovations en lien avec l'océan. Je suis beaucoup en contact avec tous les acteurs en lien avec la mer, et notamment dans l'aquaculture. Alors, l'aquaculture, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est la production de produits aquatiques. Donc, ça peut être des poissons, ça peut être des algues, ça peut être des crustacés pour la consommation humaine. Donc, vous allez prendre vos moules frites, ou alors pour d'autres applications, les cosmétiques, la santé, les médicaments, voilà. Donc, l'aquaculture, c'est un secteur qui est en très forte croissance et qui permet de nourrir la planète. En France, déjà, c'est un secteur qui est très présent. Donc, on a beaucoup d'ostréiculteurs, donc la culture des huîtres. On fait du loup, de la dorade, on fait des algues aussi. Donc, voilà, c'est un secteur qui est très important pour tout ce qui est souveraineté alimentaire. Et lors de mes voyages avec Blue Connection pour aller voir ce qui se passait dans ce secteur, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de difficultés en termes d'égalité des genres et d'accès aux femmes à ce secteur, qui reste un secteur très traditionnel, très historique. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir créer un réseau pour pouvoir supporter ces initiatives, que ce soit au niveau entrepreneurial, que ce soit au niveau d'utilisation de nouvelles technologies pour l'aquaculture. Et donc, en fait, j'ai rencontré mes 3 autres cofondatrices. Donc, on a Christina, qui est grecque, on a Hilaria, qui est italienne, et on a Gara, qui est espagnole. Et en fait, dans le cadre d'un programme qui avait été organisé par la FAO, donc la Food and Agriculture Organization, qui dépend des Nations Unies, ils ont organisé différents trainings dans différentes zones de Méditerranée. Donc, moi, j'ai eu la chance de participer à un training en Grèce et un training en Espagne. Et là, on visitait les fermes, on allait voir les différentes techniques aquacoles. Et en allant sur le terrain avec mes 3 autres cofondatrices, on s'est dit, oh là là, il y a vraiment un souci. Il faut qu'on accompagne, que les femmes puissent avoir accès à des postes à haute responsabilité, qu'elles puissent avoir accès à différents outils et surtout qu'elles se connaissent entre elles, qu'elles aient de la visibilité pour qu'on attire aussi de nouveaux talents dans le secteur. Donc, on a réfléchi, on a dit, bon, comment on fait? On s'est dit, bon, on va créer une association. On voulait qu'elle soit globale, internationale et surtout, on voulait qu'elle soit très accessible. Donc, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure, mais en termes de business model, on voulait faire des adhésions qui soient pas chères pour que tout le monde puisse y accéder. On voulait faire des tarifs étudiants. Donc voilà. Donc, on s'est lancé avec l'idée de créer l'association NOAA. On a commencé avec la partie administrative, légale, de créer l'asso. Puis, on s'est retrouvé en janvier 2025 où on a lancé officiellement les adhésions. Et là, ça a été un peu plus compliqué à essayer de gérer tout, à faire tout à la mano. En plus, comme c'était une association française, mes autres cofondatrices qui ne parlent pas français, du coup, il y avait beaucoup le poids administratif, on va dire, qui était sur mes épaules. Donc, je me suis dit, sachant que j'étais, comme tu l'as très bien dit en intro, très curieuse de la tech, j'avais regardé aussi, j'avais participé à des formations no-code. Donc, je connaissais un petit peu le principe d'automatisation, etc. Mais là, pour moi, c'était un projet d'envergure. Je me suis dit, oulala, il y a du potentiel pour automatiser l'onboarding des adhérents, les liens, pour trouver un outil aussi qui pouvait nous correspondre. Donc, j'ai vu les communications de No Code for Good sur LinkedIn. Je me suis dit, oula, ça, c'est le projet qu'il me faut. Et donc, j'ai candidaté. J'ai peut-être un peu trop pris la parole. Pas du tout, c'est super parce que du coup, tu as vraiment fait le tour de la question. C'est impeccable. D'ailleurs, on a quand même une petite demande de précision, à savoir si l'aquaponie et l'hydroponie rentrent dans le cadre de l'aquaculture. Ça fait partie de l'aquaculture. En fait, la différence, c'est qu'on va
on va faire de la production à la fois d'espèces aquacoles, par exemple de la truite, et en même temps, on va faire pousser des plantes, des végétaux. Donc, on a des fermes, par exemple, dans le nord de la France, où ils font pousser du basilic en même temps qu'ils font pousser des truites, par exemple. Et encore mieux, le niveau au-dessus, comme ça, vous allez gagner des petits camemberts au prochain Trivial Poursuite, c'est ce qu'on appelle l'aquaculture multitrophique intégrée pour la culture générale. Et alors là, on combine à la fois la culture de poissons, des huîtres pour filtrer la qualité de l'eau. On peut faire aussi des concombres de mer. Enfin voilà, vraiment de mixer différentes espèces pour avoir une certaine circularité. En gros, les cacas des uns nourrissent les autres. Voilà, donc c'est très circulaire et c'est respectueux de l'environnement. Eh ben, c'est archi clair. Donc, tu disais que vous avez été officiellement créé chez NOAA en octobre 2024. Et moi, je me souviens qu'en octobre 2024, c'est là qu'on a reçu la demande d'aide de NOAA. Donc, quand vous vous êtes adressé enfin, je dis vous, je peux dire tu, quand tu es venu à No Code for Good, tu as dit tu avais vu une publication sur LinkedIn. Mais il me semble que tu avais déjà un site à ce moment-là. Il y avait déjà le site. Ce site, tu l'as fait comment? Avec quoi? Bon, j'avais fait sur Wix. Ça m'a permis de commencer, pareil, hein, sans écrire une ligne de code. Ça m'a permis de pouvoir déjà donner une identité visuelle, de pouvoir communiquer auprès de nos partenaires, parce qu'effectivement, on l'a lancé officiellement avec un statut en octobre 2024, mais depuis, on va dire, mai 2024, on commençait à communiquer, on commençait à en parler, on avait une page LinkedIn, on avait des réseaux sociaux. Et donc, voilà, j'avais voulu faire une identité visuelle pour être référencée et retrouvée, notamment via des partenaires institutionnels. Donc, oui, en octobre 2024, il y avait déjà un site vitrine Wix. Absolument. Donc, un site vitrine avec des outils no-code, donc pas de code. Et toi, donc, tu es dans cette association, vous n'avez pas de moyens financiers, donc vous avez repéré No Code for Good comme étant une structure qui pouvait aider. Moi, je me souviens que quand tu as fait ta première demande, il y a eu une étape un peu de cadrage parce que tu es arrivé un peu avec un projet assez énorme. Et je le rappelle aussi parce que c'est quelque chose d'important à la fois pour les projets et pour les buildeuses et les builders. C'est très souvent comme ça, on part avec une idée, on veut plein de choses. Et donc, nous, notre rôle aussi, c'est aussi d'être là pour dire, bon, eh ben, il faut qu'on décide en fait qu'est-ce qui est critique, par quoi on veut commencer. Et donc, par cette définition du MVP, là, tu avais travaillé avec Mathilde, qui est aussi bénévole à No Code for Good, qui s'occupe des projets et donc qui t'avait aidé à faire ce cadrage. Et c'est à ce moment-là que la question de l'adhésion était ressortie comme le premier sujet à attaquer pour avoir quelque chose qui tient la route, quoi. Exactement. Au début, j'avais une liste au Père Noël de tout ce qui me semblait super, qui pouvait être automatisé. J'avais plein de projets. Puis, on s'est recentré. On s'est dit, bon, quel est vraiment là ce qui est le plus problématique pour NOAA? Et c'était les adhésions. Comment gérer les membres? Et c'est le nerf de la guerre quand on a une association. Donc, on a mis la priorité sur ce sujet. Et effectivement, les premières réunions de cadrage, d'essayer de comprendre les process et pour prioriser, ça a été très important pour moi. Ça m'a pas permis d'effacer le reste, ça reste dans dans un petit coin de ma tête, mais ça permet aussi de voir comment faire les liens avec les automatisations qu'on a mis en place aujourd'hui aussi. Et de voir quel sera le travail nécessaire, parce qu'au début, voilà, je lançais plein d'idées, mais je savais pas derrière ce que ça nécessitait en termes d'outils, de travail, d'automatisation. Donc maintenant, j'ai une idée un peu plus claire, ce qui m'a permis de prioriser et puis de voir quelles étapes, quel investissement, si je veux faire d'autres développements derrière. Alors, est-ce que tu peux nous décrire, et puis après, on va passer on va donner la parole à Audrey et on va parler de la magie d'Audrey parce que c'est quand même le sujet d'aujourd'hui. Mais avant qu'on fasse ça, est-ce que tu peux nous décrire concrètement, avant que pré-Audrey, on va dire, comment est-ce que ça fonctionnait à NOAA, les adhésions, ça marchait comment? Est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que tu faisais, comment ça fonctionnait? Voilà. Alors, au début, j'ai déjà beaucoup galéré à essayer de trouver déjà juste un logiciel qui gère les adhésions. Donc, j'avais trouvé Helloasso parce que je voulais commencer avec quelque chose.
Mais Hello Asso, c'est un outil franco-français. Donc déjà, ça voulait dire que mes cofondatrices, elles n'avaient pas accès en anglais à la plateforme. Donc il y avait que moi, encore une fois, qui devait tout gérer. Ensuite, beaucoup de mes adhérents, ils ne sont pas que français, ils sont du monde entier. Donc pareil, quand ils doivent compléter, remplir les informations pour devenir adhérent et tout, c'était en français. Bon voilà, il y avait plein de choses. Et en termes d'automatisation, en fait, le gros problème, parce qu'on aurait pu fonctionner un peu avec Hello Asso, on va dire que ça aurait pu faire le taf au début, le temps de se lancer. Mais en fait, c'est que comme on a voulu faire des types d'adhésion particuliers qui demandaient notamment une vérification de ma part, donc on a voulu lancer un statut étudiant pour que ce soit gratuit pour les étudiantes qui puissent devenir membres de NOA. Sauf que du coup, il fallait que je puisse vérifier qu'elles soient bien étudiantes en 2025. Ce n'était pas une fonctionnalité qui était prévue par Hello Asso. Donc au tout début, je me suis retrouvée avec des gens qui ont dit on adhère en tant qu'étudiant, ils mettaient leur preuve étudiante, et puis quand je regardais, je voyais qu'ils étaient étudiants en 2018. Donc, non. Sauf que Hello Asso les avait déjà acceptés comme adhérents, membres de NOA, et moi, je ne pouvais plus rien faire. Donc là, je dis, ah non, là, c'est pas possible. Donc déjà, c'était, voilà, la première problématique, c'était comment avoir un outil qui puisse nous permettre d'être à plusieurs entre les cofondatrices pour gérer nos membres et les adhésions. Comment pouvoir gérer ce statut spécifique d'étudiant, parce que ça nous tenait à cœur de rendre la chose accessible, mais bon, quand même, il fallait qu'on puisse vérifier et aussi gagner un peu d'argent pour faire fonctionner l'association avec des tarifs individuels. Et enfin, alors ça, c'était dans un petit coin de ma tête, mais au début, je ne savais pas trop la possibilité qu'il y avait dans l'accompagnement No Code for Good. Et moi, derrière, c'est sûr que j'avais en tête d'avoir des automatisations type email d'onboarding à chacun de mes adhérents pour dire bienvenue chez NOA, voici ce dont vous avez droit, etc. Puisqu'à ce moment-là, je prenais mon clavier et dès que j'avais un adhérent, j'écrivais un mail, je m'étais fait un modèle de mail, je faisais du copier-coller, que j'essayais d'adapter en fonction des langues. Enfin voilà, c'était très time consuming. Enfin voilà, ça me demandait beaucoup de temps. Alors ça allait quand on avait 3-4 adhérents, mais quand ça a commencé à monter, là je me suis dit ça va pas du tout être possible. Donc c'est là que Audrey est arrivée, m'a aidé déjà à clarifier. On avait fait tout un schéma avec exactement quand une personne arrive, les informations dont elle a besoin, etc. Elle m'a tout clarifié mon process. Ça m'a aussi beaucoup aidé moi en interne pour gérer mon association, de faire tout ce travail. Et après, elle m'a trouvé plein de solutions, mais je la laisse présenter ce côté-là. Alors, super, donc on va y aller. Donc, gros pain point. Juste avant, je voudrais répondre à Xavier qui posait une question très pertinente sur la priorisation, sur comment ça avait été fait au niveau du cadrage, pourquoi l'adhésion d'abord, est-ce que c'était une question de coût ou quoi? Là, je peux juste répondre rapidement là-dessus. En disant, parce que je me souviens aussi de la conversation avec Mathilde, qu'il y a deux choses. Il y a d'une part prioriser donc avec Marie-Lou ce qui était les fonctionnalités critiques pour commencer. Donc ça, c'est cette question des adhésions. Et ensuite, simplement, ça fait partie du fonctionnement de No Code for Good. No Code for Good accepte un nombre de missions illimitées de la part des projets. Marie-Lou, si tu as encore des projets, j'ai cru entendre, enfin, je me souviens qu'il y avait une histoire d'annuaire dans le projet de départ, etc. Il y a pas de problème. Mais par contre, c'est très important pour nous que les missions soient bien cadrées et que ça soit vraiment une fonctionnalité très délimitée pour aussi que les buildeuses et les builders qui vont travailler dessus ne se retrouvent pas embourbés dans un projet qui va être sans fin, d'une part, et d'autre part, qu'on soit sur quelque chose qui apporte de la valeur rapidement. Et ensuite, il peut y avoir des itérations. Ça peut continuer avec la même personne. Ça peut aussi être une nouvelle mission avec une nouvelle no-codeuse ou un nouveau no-codeur. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement de la plateforme que je tenais à rappeler. Et maintenant, il faut absolument qu'on donne la parole à Audrey parce que tu as eu beaucoup de chance, Marie-Lou, en fait. Tu as posté ta mission et pratiquement tout de suite, Audrey t'a contacté et sans surprise, ça a fait l'affaire. Audrey, nous, on te connaît bien puisque tu nous as donné aussi un coup de main à No Code for Good, je le souligne, ce sens que tu as de mettre les choses à plat et de faire ressortir les processus
nous aussi, on a bénéficié de cette grande qualité que tu as. Et là, en l'occurrence, donc tu es intervenu bénévolement sur ce projet NOAA aussi, au moment où tu commençais à te lancer comme consultante indépendante sur des outils no-code avec une stack. Donc, une stack, c'est les outils que tu maîtrises, il me semble, qui sont Airtable, Softair, Zapier, Notion et peut-être un peu de Make aussi. Plutôt Make que Zapier, d'ailleurs. Make que Zapier, d'accord. Donc, juste rappeler que toi, ta formation, en fait, tu l'as faite dans la com plutôt et le marketing. Tu as fait les gobelins aussi, c'est intéressant de le noter. Et avant de te plonger à 100% dans les outils no-code, tu as été dans la gestion de projet, chef de projet pendant plus de 10 ans. Et tu as commencé en fait dans le no-code, un peu comme Citizen Dev, là, pour reprendre maintenant la formule à la mode, en mettant un peu d'ordre dans le chaos d'Excel qu'il y avait dans ton entreprise, avec ces commandes de kit vitrine pour les magasins Jacadi. Il me semble, hein, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que ça a été ta rencontre avec Airtable à ce moment-là. C'est ça, c'est ça. Alors, j'étais plus en poste chez Jacadi quand j'ai fait cette rencontre-là, mais du coup, ça a été un bon exercice dans ma reconversion, finalement. Je pense que j'aurais adoré découvrir cet outil quand j'étais encore en poste, parce que clairement, je m'arrachais les cheveux et j'y passais un temps fou. Et quand j'ai mis en place la solution pour moi, de mon côté, ce qui me prenait 2 jours, ça m'a pris 10 minutes. Ouais. Donc, il n'y avait clairement pas photo. Donc ouais, ma rencontre avec Airtable, ça a été juste incroyable. C'était magique et ça a fait sens tout de suite. Et en fait, je pense qu'en 10 ans de gestion de projet, il n'y a pas une seule entreprise où j'ai pas galéré avec mes process et mes outils, en fait. Ah ouais. Donc c'est devenu une évidence. Et pour le coup, j'avais fait du digital, mais j'ai quand même passé 10 ans dans le print. Et au final, je suis revenue au digital pour pouvoir optimiser justement des métiers où les gens n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser la technologie. Et c'est vrai que ouais, l'annonce en fait de Marie-Lou, c'est quelque chose qui a fait sens. C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'avais besoin de sens aussi dans les missions en fait que j'accompagnais, de sentir que ça allait avoir vraiment un impact. Et puis pour le coup, on est sur une cause qui vient aussi accompagner les femmes et je trouvais ça important. Super, Et super. j'avoue que ça a bien matché avec Marie-Lou. On a failli s'éparpiller parce qu'effectivement, elle a plein d'envies, plein d'idées. Et franchement, j'aimerais bien qu'on puisse continuer ensemble parce que je trouve ça cool. Mais voilà, c'est vrai qu'on a recadré par rapport à ce que Mathilde avait fait en termes de cadrage. On a pris notre temps, tout notre temps, mais on y est arrivé. Ouais, non, c'était très bien. On a été bien complémentaires et on a avancé étape par étape. Elle m'écoutait quand même dans toutes mes idées et après elle me disait bon, on va commencer par ça, etc. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce qu'elle a vraiment été à l'écoute pour trouver les bonnes solutions très concrètes, très terrain. Alors justement, Audrey, est-ce que tu veux nous dire un peu quelle a été ta méthode, comment tu t'y es pris pour bien définir ce besoin de Marie-Lou et puis comment tu as choisi une solution au final, comment tu as fait le choix de la solution et puis ensuite on va rentrer dedans concrètement avec des mots et tout et tout. Ouais, alors au début, la problématique, c'est vrai que c'était Hello Asso parce qu'on en avait parlé ensemble et on avait envisagé, pourquoi pas, de trouver un outil qui soit plus international. Et la grosse problématique qu'on avait, c'était le coût, puisque comme l'expliquait Marie-Lou tout à l'heure, l'idée, c'était que toute la solution soit gratuite et qu'il n'y ait pas d'abonnement outil à payer. On a décidé de rester sur Hello Asso parce qu'au final, ça restait gratuit et en magouillant un petit peu, on a réussi à faire notre truc en trilingue, histoire que tout le monde puisse comprendre. Donc, il y a beaucoup d'infos, mais au moins, elles sont dans toutes les langues et donc il n'y a plus d'excuses, tout le monde peut comprendre. Et en fait, en partant de là, l'idée, c'était de se dire comment je fais pour que les statuts étudiants soient validés facilement. Comment je fais pour que les adhérents reçoivent justement des mails de confirmation, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, en fait, quand on adhère sur Hello Asso. Et surtout, comment on fait pour que toute l'équipe ait la main dessus, que ça soit clair pour tout le monde et qu'en fait, il n'y ait pas tout à valider à la main en permanence à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui adhère. Et donc, en fait, en partant d'Hello Asso,
je me suis dit: «OK, comment je récupère la data?» Et en fait, la manière la plus simple de le récupérer, c'était par Zapier, puisqu'il y avait déjà un module pour Hello Asso dedans. En revanche, Zapier, c'était pas trop ma tasse de thé, donc j'ai dû me plonger dedans parce que j'utilisais beaucoup Make et il s'avère que le module d'Hello Asso pour Zapier, c'est un petit peu le bazar quand même, on va pas se mentir. C'est-à-dire que quand on crée un formulaire sur Hello Asso, tous les champs de formulaire, en fait, arrivent en un seul bloc dans Zapier. Donc il faut venir tout rescinder. Ah ouais. Donc Ah ouais, donc là, en termes de c'était structuration facile. des données, dans le tous ceux qui sont avec nous là, il y a des builders de haut niveau dans la salle. C'est vrai que là, en termes de structuration des données, c'est pas fou, hein. Non, franchement, c'était pas dingue, mais on y est arrivé. On a eu des petits trucs où on a fait des concessions, on s'est dit: «C'est pas grave, ça restera comme ça». Mais on y est arrivé et donc pour rester sur une solution gratuite, en fait, on a utilisé Zapier qui permet de faire en plan gratuit, un déclencheur, un résultat. On a utilisé Make pour pouvoir faire du coup un scénario beaucoup plus gros qui permet du coup de traiter la data, de la scinder, de la formater comme il faut et de l'injecter correctement dans une base de données. Et en base de données, j'ai choisi Airtable parce que c'est ce qui me semblait, le plus, simple, on va dire, pour avoir, du coup, toutes les personnes sur le même compte et avoir les interfaces intégrées directement. Donc on a Super. utilisé 3 outils et les 3 en plan gratuit. Il y a pas de plan payant sur les systèmes pour le moment. J'ai prévenu Marilou que si elle commençait à exploser au niveau des adhésions, il faudrait qu'à un moment donné, elle place sur les plans payants. Mais bon, elle m'a dit: «À ce moment-là, il y aura les moyens», donc c'est bon. Très bien, très bien. Bah, ça, c'est un point très important que j'allais poser. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir concrètement les outils un peu. Est-ce que tu veux nous guider, Audrey? Oui, je peux. Alors, hop, j'imagine que c'est là. Partager l'écran. Hop. Et du coup. Attends, je veux juste être sûre de Et bien c'est très partager. chouette que vous ayez réussi à faire quelque chose qui restait totalement gratuit. Ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est peut-être, enfin voilà, un des points, je dirais, de vigilance avec les outils no-code, c'est que ça devient vite payant, enfin avec les outils en général, hein. Donc bravo d'avoir réussi ça. Alors du coup, pour montrer, j'ai partagé tout l'écran, vous voyez bien? Très bien. OK, ça marche. Donc du coup, j'ai ouvert tous les outils. Je vais aller dans l'ordre. Donc on a, un scénario, pour le coup, ultra simple, en fait, sur Zapier, puisque j'ai un déclencheur qui dit que dès qu'il y a une nouvelle adhésion, qu'elle soit gratuite pour les étudiants ou payante, et ben, Zapier donc déclenche le scénario et en fait, toute la donnée est envoyée de manière brute dans Airtable. Donc en fait, quand on est dans Airtable, j'ai en Alors fait peut-être je te coupe juste une seconde pour oui, les personnes qui ne connaissent pas déjà les outils no-code. C'est vrai que pendant ce live, on a à cœur de tout expliquer. On dit toujours que les personnes qui n'y connaissent rien sont les bienvenues. Donc Zapier, c'est un outil d'automatisation, en fait, hein, c'est ce que tu oui. montrais. Donc c'est ce qui permet de programmer des actions. Alors que Airtable, c'est ce qu'on appelle une base de données. Donc, bon, on peut dire comme une sorte de super Excel. Je pense que c'est pas tout à fait juste de dire ça, mais comme beaucoup de gens connaissent Ça Excel, permettra de comprendre. ça permet de comprendre exactement. Et donc, voilà, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais donc tu Non, non, il y a disais, pas de souci, tu as raison. tu as cette automatisation qui envoie, donc du coup, les informations qui viennent de Hello Asso. Donc là, on parle de quoi? On parle de nom de l'adhérente. On parle du nom de l'adhérent. Alors il y a plusieurs choses. On distingue l'adhérent de la personne qui a payé, puisque ça peut être 2 personnes distinctes sur Hello Asso. Donc du coup, on va avoir effectivement, toutes les informations donc d'adhésion, donc le paiement, que ça soit gratuit ou pas, avec donc un numéro de paiement, plus, le nom, le prénom, l'adresse email de la personne qui a payé. Et on récupère aussi les données de l'adhérent, donc un numéro d'adhésion, une carte d'adhérent, nom, prénom, date de naissance, email, adresse, pays, Oui, parce que
type de membership, enfin vraiment tout ce qui va permettre d'identifier l'adhérent et de définir son adhésion. Parce qu'en plus, si je peux juste rajouter, moi j'ai profité du formulaire d'adhésion d'Hello Asso pour non seulement récupérer des données voilà, classiques, comme vient de dire Audrey, mais en fait, comme on a pour ambition chaque année d'écrire un rapport sur la place des femmes dans le secteur de l'aquaculture, j'avais mis quelques petites questions un peu plus poussées sur pourquoi l'aquaculture, pourquoi adhérer à NOAA, etc. Puisque derrière, je pouvais récupérer. Donc, Audrey a dû aussi, en plus des, on va dire, données classiques, gérer mes demandes un peu plus farfelues, d'avoir des données un peu plus qualitatives, parce que je sais que ça allait me servir derrière. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça, c'était le petit challenge qu'avait Audrey en plus. Ouais, en fait, quand je disais que c'était compliqué, la data récupérée en fait sur Zapier, enfin par Zapier dans Hello Asso, c'est qu'en fait, dans Hello Asso, quand on a un formulaire d'adhésion, il y a des champs qui sont fixes, donc obligatoires, comme récupérer un nom et un prénom. Et à partir du moment où on vient personnaliser en fait le formulaire, c'est tous les champs qui sont personnalisés qui viennent se mettre dans une seule et même colonne en fait, enfin dans un seul et même champ. Donc l'idée, c'était de se dire comment je fais pour scinder tout ça. Donc, en fait, là, dans ma base de données, j'ai une table en fait, de données brutes. Donc, c'est tout bien d'Hello Asso par Zapier. Et donc, qui me permet, on voit, de récupérer des noms, des prénoms, des adresses mail. Et puis, on a un champ qui est assez sympa, grâce à Marie-Lou et à et à tous ces petits champs supplémentaires. Si je prends là, par exemple, une personne, j'ai en fait toutes les réponses de toutes les questions qui viennent se mettre à la suite. Sauf que toutes les questions ne sont pas obligatoires. Donc, si elles le sont toutes, c'est facile à scinder, mais quand elles ne le sont pas toutes, c'est un peu plus compliqué. Surtout que le champ de séparation est une virgule. Donc, si je commence à rentrer dans le détail de séparateur, il suffit que quelqu'un fasse une phrase et mette une virgule, ça va tout scinder, ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle réponse. Donc, il y avait vraiment cette problématique-là pour pouvoir lui faire quelque chose de propre. Donc là, on a notre donnée brute, et l'idée, c'est de se dire que quand cette donnée brute arrive dans Airtable, c'est Make qui va prendre en fait la relève et qui va venir relever une fois par jour la base de données Airtable, et donc notamment la table de la donnée brute de Zapier, et qui va venir en fait nettoyer la donnée en la scindant pour séparer chaque réponse, chaque question, récupérer des informations clés, donc le type de membership, les dons, si les gens ont fait des dons supplémentaires, formater la donnée, donc s'assurer que, par exemple, tous les noms de famille sont en capital, que le numéro de téléphone est bien au bon format, etc. Et ensuite, l'idée, c'est de se dire, soit le membre n'existe pas et donc je viens le créer, et je viens ajouter donc son adhésion, son paiement. Et en plus de ça, la particularité, c'était de se dire que la personne, si elle adhère à la newsletter, elle venait automatiquement se rajouter dans la liste MailChimp, puisque Marie-Lou faisait aussi ça à la main. Et on a un deuxième bout de scénario qui dit que le membre existe déjà, donc ça sera pour l'année prochaine. En tout cas, je le souhaite à Marie-Lou. Les renouvellements d'adhésion, le membre existe, on vient juste lui rajouter un nouveau paiement. Et on vient mettre à jour la liste de mailing sur MailChimp en fonction de la réponse de la personne. Donc, on voit que j'ai quand même sur Zapier un scénario ultra simple, je récupère de la donnée. Et derrière, c'est vraiment Make avec un scénario beaucoup plus construit, beaucoup plus poussé, qui va venir faire tout le travail et alimenter vraiment la base de données Airtable avec laquelle l'équipe va ensuite pouvoir travailler. Et du coup, cette base de données Airtable, donc c'est la même base, hein, c'est juste une base de CRM avec donc les 4 tables. La première qu'on a vue sur Zapier et donc les 3 autres qui sont vraiment celles qui nous intéressent pour travailler derrière, où on va avoir une table membre et donc ça va venir lister l'intégralité des membres, donc des adhérents, nom, prénom, adresse email, le genre, date de naissance, téléphone, pays. Leur entreprise, s'ils font partie d'une entreprise, les réponses à leurs questions, donc sur leur métier, leur domaine d'expertise et pourquoi est-ce qu'ils ont rejoint l'association. La langue de communication, puisqu'on va pouvoir ensuite envoyer des mails spécifiques en anglais, en français ou en espagnol, selon la langue de l'adhérent. Les adhésions à la newsletter
et puis des informations derrière qui vont nous permettre de savoir si le membership est toujours en cours ou s'il est expiré, s'il a été validé ou rejeté. Donc, par exemple, un étudiant dont le justificatif ne serait pas valable, du coup, serait potentiellement rejeté. Le type de membership et du coup, est-ce qu'on est actif ou inactif, enfin voilà. On a aussi les cartes de membership et puis ça permet de voir ensuite combien la personne a dépensé au total et est-ce qu'elle a fait des donations. Donc vraiment là, c'est la vision globale et puis sa tranche d'âge. Donc c'est vraiment la vision globale en fait des adhérents, donc sous forme de tableur, si je peux dire ça comme ça. On a une table ensuite, sur les orders. Donc les orders, c'est vraiment toutes les adhésions. Donc on peut avoir un membre qui a plusieurs adhésions. Et donc là, c'est vraiment toutes les données listées pour tous les memberships. Et on a la table des memberships avec les 3 types de membership que du coup l'association propose. Donc pour Marilou, qui du coup, elle va utiliser en fait aussi bien l'interface Airtable que les tables Airtable, je lui ai fait des vues en fait par table. Donc quand on est sur la table membre, elle a une vue galerie de tous les membres actifs et elle a aussi une vue de tous les memberships qui sont expirés. Donc soit ce sont des étudiants qui n'ont pas été acceptés parce que le justificatif n'était pas valable, soit c'est juste que on a fini l'adhésion parce que la date, on est arrivé à échéance. Vous me dites si jamais il y a des choses qui sont pas claires. Non, c'est super clair. Moi, j'ai plein de points de précision à voir. Déjà, souligner que ça, c'est vraiment la beauté d'Airtable, cette possibilité de faire des vues, c'est-à-dire de montrer sélectivement certaines informations qui sont dans les tables et on peut faire autant de vues qu'on peut. On a Olivier qui nous dit, par exemple, dans le chat que lui, il a travaillé avec des assos où il a fait, par exemple, des vues pour les totaux de dons sur l'année, le total du don ou sur l'année. Donc, ça, c'est vraiment une force de Airtable. Et aussi, peut-être un point, peut-être plus pour Marilou, mais je ne sais pas si toi, tu as travaillé là-dessus, Audrey, c'est parce que comme on est sur des données, tout de suite, on pose la question RGPD, quoi. Là, il y a quand même de la donnée personnelle. Ouais. Comment vous avez géré ça? Alors, déjà, sur Hello Asso, quand ils adhèrent, ils doivent cliquer et ils acceptent que les données soient utilisées, nous, en interne, quoi. Après, pour la gestion des données, pour l'instant, c'est vrai que ça faisait partie du process avec Audrey sur comment on allait pouvoir gérer tout ça. Donc, c'est plutôt encore en réflexion pour l'instant sur le côté RGPD. Pour l'instant, je me suis basée juste sur demander l'accord via Hello Asso ou voilà, pour les newsletters, etc. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de process totalement mis en place sur ces sujets-là. D'accord, d'accord. Ok, impeccable. Sur le scénario, donc du coup, Make, Audrey, parce que j'imagine finalement, ça c'est un use case assez courant, c'est-à-dire que toutes les personnes qui récupèrent de l'info dans Hello Asso vont avoir ce cactus. Donc de se retrouver, si j'ai bien compris, en fait au début, toutes les infos arrivent agglutinées dans un seul champ et ensuite il s'agit de pouvoir les séparer en sachant que il n'y a pas toujours toutes les mêmes infos pour tout le monde. En fait, une ligne, exactement, une ligne dans Airtable, on appelle ça un record, un enregistrement. Donc, une adhésion, ça va être un record. Et finalement, entre records, il n'y a pas toujours toutes les mêmes infos. Donc, faire une formule pour séparer les données, ça peut être compliqué. Mais du coup, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait, toi, from scratch, tu as fait le scénario, toi, ou est-ce que tu as pu trouver un scénario déjà fait dans Make? Enfin, j'imagine que c'est une problématique sur laquelle qui est assez courante, quoi. Alors, pour le coup, j'ai fait vraiment du from scratch. J'ai aussi optimisé, avec l'accord de Marilou, le formulaire sur Hello Asso. C'est-à-dire qu'on a passé plus de questions en obligatoire pour que ça soit plus facile à scinder. Et j'ai revu aussi l'ordre de certaines questions parce que quand on arrive en fait sur les questions notamment de pourquoi est-ce que vous avez rejoint, les gens peuvent se mettre à faire des phrases
et donc à utiliser le séparateur de la virgule qui est utilisé par Zapier pour, du coup, agglutiner tout. Et donc, en fait, j'ai bidouillé à 2 niveaux, c'est-à-dire que j'ai vraiment, dans Hello Asso, mis les questions dans l'ordre qui, moi, me facilitait la vie ensuite dans Make, parce que j'avoue que c'est du coup ce qui m'a pris le plus de temps de réussir, en fait, à extraire toutes les réponses de toutes les questions et que ça fasse pas planter le scénario pour peu que quelqu'un ait pas répondu à une des questions. Donc, j'y ai passé clairement du temps sur cette partie, et donc au final, j'ai réussi à trouver à force, d'essais et d'essais et d'essais, une formule qui fonctionnait, heu et donc c'est comme ça que j'y suis arrivée et pour l'instant, franchement, je croise les doigts, je touche du bois, ça roule. Alors, on a apprendre le no-code qui demande du coup, j'en profite pour inviter tout le monde à aller voir la chaîne de YouTube de Apprendre le no-code. On apprend énormément de choses. Est-ce que ça aurait pas été plus simple d'avoir externalisé ce formulaire avec un fill-out? Fill-out étant un outil no-code de formulaire que dans la communauté no-code, on adore. Je pense qu'une fois qu'on a goûté à Fill-out, on n'a plus envie d'aller ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé ou pas, Audrey? Et si tu l'as écarté, pourquoi? Franchement, je l'ai même pas envisagé, parce qu'en fait, je savais que ça pouvait se faire sur Make, même si ça allait prendre du temps de trouver la bonne formule. Je suis plutôt adepte de venir mettre plusieurs outils entre eux, mais je voyais pas trop l'intérêt de venir rajouter encore des outils supplémentaires. Enfin, pour le coup, ça m'a vraiment pas traversé l'esprit. C'est-à-dire qu'on peut faire des formulaires sur Hello Asso. Alors oui, ça complique un peu la vie, mais du coup, je voyais pas forcément l'intérêt d'aller venir chercher un autre outil pour venir reconnecter, en fait, les infos. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Quand on travaille avec des outils no-code, il y a toujours un vrai sujet pour la buildeuse ou le builder de ne pas se retrouver avec 50 outils non plus. Ouais. Et donc, on cherche toujours à rationaliser la stack. Alors, tu as mentionné Mailchimp. Donc, je le rappelle juste pour les personnes qui ne connaissent pas. Mailchimp, c'est un outil pour envoyer des emails. Donc, j'imagine que c'est ce que tu utilises, Marie-Lou, pour faire tes newsletters, etc. C'est ça, oui. Alors là, c'est Gara, notre cofondatrice espagnole qui est en charge de la newsletter, qui utilise Mailchimp. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir utiliser le même outil qu'on utilise pour les newsletters pour envoyer ce fameux email de bienvenue à tous nos adhérents. Donc voilà, c'est notre outil d'envoi de séquences d'emails. D'accord. Après, il y a d'autres outils qui existent comme Brevo. Enfin, après, les personnes peuvent en utiliser des différents. Alors là, ce que je vois pas dans ce qui a été montré, qui est quand même un beau scénario qui en plus prévoit le futur, hein, le renouvellement des adhésions l'année prochaine. Donc ça, c'est toujours très important aussi quand on est une buildeuse de penser. Voilà, il y a une fonctionnalité, mais il faut penser à ce qui va se passer après. Quid de la question de la vérification des justificatifs? Alors, du coup, les justificatifs, ils se gèrent vraiment dans Airtable, c'est-à-dire que là, quand on arrive sur la table des adhésions, j'ai fait des vues aussi pour Marie-Lou, qui permettent ensuite de déclencher des automatisations. Donc là, on voit notamment les adhésions par membership. Et en fait, on a une vue Student Proof Validation qui permet en fait, dans cette vue, d'intégrer tous les membres en fait qui ont le statut d'étudiant et où du coup le statut d'adhésion n'a pas encore été validé ou rejeté. Ce qui permet en fait aux équipes de venir valider en fait le statut. Donc ça, pour le coup, ça reste une manipulation mano. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand un record arrive dans cette vue, il y a une automatisation en fait qui se déclenche et qui va aller envoyer un mail à Nova en disant bah voilà, vous avez un nouvel étudiant qui a adhéré, merci de vérifier la pièce jointe et du coup de valider ou de rejeter l'adhésion. À la suite de ça, ça va rentrer soit dans la vue donc approuvé, soit dans la vue rejeté. Et donc, si ça arrive dans la vue approuvée, la personne reçoit un mail d'onboarding pour lui dire bienvenue. Et si ça arrive, du coup, dans la vue rejetée, la personne reçoit un mail en disant, bah voilà, votre pièce jointe, en fait, n'est pas valide. Soit vous refaites une adhésion
au tarif individuel, soit vous envoyez un justificatif valide. Donc pour le coup, en fait, tout est une question de vues et d'informations qui alimentent les vues pour déclencher les 3 automatisations qu'on a. Ouais. Et là, quand on parle de ces, pardon, juste pour dire que là, quand on parle de ces automatisations-là, parce que tout à l'heure, on a parlé de Zapier, on a parlé de Make aussi, juste souligner que Airtable, la beauté d'Airtable, si je puis dire, c'est aussi d'avoir des automatisations en interne. Donc, Airtable lui-même est un outil qui est une base de données, mais qui permet aussi de faire ce genre d'action du style, quand il se passe telle chose sur une ligne, un enregistrement, envoyer un mail à quelqu'un. D'accord. Il y avait Marie-Lou, tu voulais rajouter quelque chose? Juste dire que ça, quand elle m'a présenté cette fonctionnalité, en plus j'avais mon petit onglet spécifique, Student Proof Verification. Je reçois mon petit mail sur la boîte mail Noah qui me dit il faut aller vérifier. J'arrive, j'ai toutes les infos, je clique, je vois est-ce que la preuve, donc souvent c'est une carte étudiant, ça correspond pas. Je clique approuver ou pas et après, hop, ça fait tout seul. Les mails et tout, c'est vraiment génial. Hein. Ça m'a fait gagner un temps. On a dit qu'on aurait dû s'enregistrer quand elle m'a présenté la feature parce que j'avais le sourire jusque-là tellement j'étais contente. Donc vraiment, c'est vraiment la fonctionnalité qui, moi, en tout cas, dans mon quotidien, m'aide beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre ça parce que c'est vraiment ça l'objectif du no-code. Tu peux nous la montrer, cette vue, Audrey, où justement on peut avoir cet effet-là de… elle est vite parce que Marie-Lou a fait son travail, donc il y en avait encore une vingtaine il n'y a pas longtemps. C'est là, en fait, que l'adhésion arrive et qu'on peut voir le justificatif, voir si c'est bon ou pas. Ouais. Du coup, il y avait aussi ce sujet, il y a 2 sujets là. Il y a le sujet du paiement qui a été posé par Olivier, où se fait le paiement, enfin quid, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là? Et puis aussi un autre sujet qui est que Marie-Lou n'est pas toute seule. Vous êtes plusieurs à faire ce travail de validation, etc. Comment ça a été géré, ça, Audrey? Est-ce qu'on a un seul compte Airtable, parce que ça c'est un sujet avec Airtable, hein, quand il y a plusieurs quid des droits de gestion, enfin comment c'est géré ça, le fait qu'il y a plusieurs utilisatrices, utilisateurs, et puis le paiement? Alors pour répondre du coup aux différentes questions, je commence par le paiement. Le paiement, tout est géré sur Helloasso directement en fait. Donc moi, la seule chose que j'ai quand même récupéré, c'est un numéro de paiement et un justificatif de paiement quand c'est donc pas un statut étudiant. Comme ça, je me dis, si les équipes ont une demande spécifique d'un adhérent sur une problématique de paiement, elles n'ont pas besoin d'aller chercher dans Helloasso les infos, elles ont tout directement du coup dans leur table, puisque ici, on retrouve des payment ID avec les montants et du coup, toutes les données du payeur. Donc, je récupère la data, mais il n'y a pas de… Enfin, moi, je n'ai pas du tout géré de partie de paiement. Tout se fait directement sur Helloasso et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Juste sur ce sujet, je comprends l'inquiétude là sur si je fais l'approbation avant ou après paiement. Juste, en fait, justement, le statut étudiant, il est gratuit. La personne ne paye pas. Donc, si je refuse, elle n'avait rien avancé comme argent. Je dis juste, par contre, du coup, changez de catégorie et prenez la catégorie Individual Membership où là, c'est 40 €. Donc, il n'y avait pas de souci de remboursement si je rejetais ou pas le statut étudiant. Voilà, parce que j'imagine que c'était ça la question derrière dans le chat. Oui, il n'y a pas d'histoire de remboursement ou de ce genre de choses, sachant qu'ensuite, c'est dans l'onboarding, en fait, à partir du moment où la personne est approuvée, qu'elle va avoir vraiment accès, en fait, aux informations de l'association. Donc, c'est pas parce que la personne adhère directement sur Helloasso qu'elle a accès à tout, en fait. Il y a vraiment… C'est à partir du moment où l'équipe, en fait, interne valide. Et ensuite, c'était quoi déjà la deuxième question, Angéline? Eh ben, l'autre question, c'était sur le fait que à Noah, le nom d'utilisateur. Voilà, ouais. Pour le coup, elles utilisent toutes le même compte. Okay. Pour rester sur du gratuit, elles ont toutes le même compte. C'est du coup l'adresse générique en fait de Nova, et donc elles y ont tout accès, ce qui permet d'accéder à Airtable tout au même endroit. Donc là, on s'est vraiment pas pris la tête à ce niveau-là sur les différents utilisateurs, avec le risque du coup de devenir payant. Elles ont accès toutes au même degré d'information, au même niveau. La seule différence, c'est qu'il n'y a que Marie-Lou qui mettra vraiment le nez dans la data.
Et pour toutes les autres, il y a la dernière partie qu'on n'a du coup pas encore vue, qui est la partie interface. Ah, parfait. Alors, allons-y, parce que moi, j'allais justement te demander si finalement, tu t'étais contenté des vues et qu'il n'y avait pas d'interface. Non, parce que du coup, c'était la demande justement de Marie-Lou pour les équipes. Alors, je pense, Marie-Lou, que tu viendras quand même sur l'interface et que tu n'iras pas toujours chercher tes informations dans la data. L'idée, c'était d'avoir justement différents tableaux de bord, en fait, pour les équipes, pour pouvoir faire du suivi au quotidien et faire des points annuels. Donc, on a un dashboard qu'on a appelé Overview qui permet vraiment d'avoir très rapidement tous les chiffres clés en termes de nombre de membres actifs, inactifs, le total d'adhésion et le total en donation, de voir ce que ça représente ensuite d'année en année, chaque type de membership en termes de revenus, de voir aussi le nombre d'adhérents par type de membership, d'avoir une visibilité du coup sur la répartition géographique des adhérents, le genre, homme-femme, ou même la tranche d'âge. Donc là, on est vraiment sur un dashboard de chiffres clés qu'on a travaillé ensemble. Hein. L'idée, ce n'était pas de lui mettre tout et n'importe quoi. C'est vraiment au niveau de l'équipe qu'elles m'ont dit ce dont elles avaient exactement besoin. Le but, ce n'est pas de venir mettre plus d'informations. On a aussi une vue, alors du coup, là, il n'y en a pas, mais du coup, de student verification, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien aller dans la data que sur l'interface pour valider, par exemple, quelqu'un qui retrouverait pas le mail envoyé par Airtable pour dire qu'il y a un justificatif, depuis l'interface, directement, il y a un onglet Student Verification qui permet de faire le point et de valider. On a aussi une vue, du coup, sur les différents membres et on a, du coup, une vue sur les insights qui permet, comme expliquait Marie-Lou, de savoir pourquoi la personne a adhéré et dans quel domaine elle se trouve. Très, très, très chouette. Ça. Du coup, la partie KPI, Metrics, elle vous sert à quoi, Marie-Lou? Alors, pourquoi vous avez voulu ça? Alors, en fait, déjà, donc, comme j'explique, alors oui, on partage le même compte Airtable, mais en vrai, c'est surtout moi qui l'utilise en tant que secrétaire générale, que ce soit Hello Asso ou Airtable. Mais je voulais que mes cofondatrices aient quand même une vision. Parce que clairement, toutes les 2 semaines, dès qu'on veut participer à un projet européen, dès qu'on fait une demande de subvention, on est à combien de membres aujourd'hui? Combien on a d'étudiants dans nos membres? Et c'était toujours à moi de transmettre l'info. Donc là, déjà, elles ont une interface en termes de KPI, combien on a de membres, combien parmi les membres sont étudiants. Des fois, on nous demande par zone géographique combien il y en a dans la zone méditerranéenne, combien il y en a en Afrique, etc. Donc, au moins, là, tout le monde a les infos pour ce genre de demande. Et ensuite, comme je le disais, et notamment Audrey nous a gentiment rajouté ça sur l'interface, sur l'onglet Insight, où là, on avait notamment les réponses aux questions. Et donc, comme je le disais, une fois par an, on veut faire ce rapport sur la place des femmes dans l'aquaculture. Et donc, toutes ces questions très quali, ça permet, où là, c'est pas que moi qui vais rédiger le rapport, il y a aussi mes cofondatrices, qu'elles puissent avoir, elles, directement accès à ces informations pour pouvoir bidouiller, récupérer la data d'elles-mêmes pour pouvoir construire le rapport. Donc, l'idée, c'était de donner un peu plus d'autonomie à mes cofondatrices sur ce dont elles ont besoin, donc combien on a de membres, à combien on a eu en termes de dons ou d'adhésion, et quelles sont des données clés pour les rapports, que ce soit en termes de distribution géographique, d'âge, de difficultés rencontrées par les femmes dans le secteur, etc. Et moi, je garde la partie vraiment admin de est-ce qu'il est étudiant ou pas, est-ce qu'il faut relancer l'onboarding, etc. Donc, ça permettait de pouvoir partager et un peu alléger ma charge et pas être l'unique personne qui a toutes les infos sur les membres. C'est très, très clair. Merci beaucoup d'avoir partagé cette démo avec nous. Juste pour préciser, parce qu'il y avait une question là-dessus. Alors, je pense que vous en avez pas besoin. C'est ce que tu viens d'expliquer. Hein. En fait, la partie admin, c'est toi qui la gères, Marie-Lou. Donc, un compte dans Airtable et que ça soit tu le gères, ça pose pas problème. Nous, on fait pareil à No Code for Good pour avoir un seul compte gratuit. Par contre, ce qu'on a mis en place, parce que on est quand même plusieurs à travailler dessus, et c'est vrai d'ailleurs pour d'autres outils où on fait pareil, on utilise un seul compte pour que ça soit gratuit ou pas trop cher, c'est qu'on a une solution qui s'appelle Bitwarden.
Bitwarden, c'est un espèce de gestionnaire de code. Et donc, en fait, c'est Bitwarden qui a les codes. Et par contre, chaque personne a son compte de Bitwarden. Bon, par contre, je pense que c'est un outil en plus à payer. Mais bon, bref, après, il faut faire contrebalancer, équilibrer la chose. Et par contre, c'est chouette. Parce que ça permet d'avoir plusieurs personnes qui interviennent, mais les personnes n'ont pas le code et les codes, et ça permet d'avoir un truc plus sécurisé, quoi. Donc voilà, mais je vois bien que là, dans le cas de Noah, c'était pas pertinent. Quentin, je te laisse dire si c'est open source ou pas Bitwarden, parce que j'en ai pas la moindre idée. Du coup, en fait, on va devoir conclure malheureusement parce que ces démos, elles passent toujours trop vite. En fait, on a envie de poser 1000 questions et malheureusement, le temps file. Je voudrais vraiment vous remercier toutes les deux d'avoir pris le temps de venir parler de ce travail que vous avez fait ensemble parce que c'est vraiment très important à la fois pour des projets qui veulent se lancer ou qui ont des idées, mais aussi pour les no-codeuses et les no-codeurs de voir un peu comment ça peut se passer. Du coup, je vais vous laisser un peu conclure chacune. Marie-Lou, est-ce que tu peux nous dire, alors tu as déjà pas mal parlé de l'impact de la mission pour Noah, on a bien compris que ça avait fait une vraie différence. Est-ce que tu penses faire de nouveaux appels à No Code for Good avec d'autres missions? Quid de cet annuaire? Alors, l'annuaire, du coup, j'ai voulu quand même un peu avancer de mon côté. Donc, j'ai réussi à bidouiller quelque chose avec Wix, mais je vais avoir besoin sur l'automatisation quand une personne remplit sa fiche annuaire avec ses infos, que je puisse recevoir un mail, que je puisse valider la fiche pour qu'elle puisse être publiée officiellement. Donc, je vais avoir besoin de ça. Et ensuite, Audrey, maintenant qu'elle me connaît bien quand même, puisqu'on a travaillé ensemble, la dernière fois, quand elle m'a fait on va dire la démo finale de la plateforme, elle a un peu gratté sur « Mais Marie-Lou, tu fais encore ça à la main? Mais Marie-Lou, attends, qu'est-ce qui se passe ?» Donc voilà, on a vu qu'il y avait encore des petits trucs à optimiser, donc on verra. Voilà, mais en tout cas, l'annuaire, alors il est déjà présent, vous pouvez aller le voir sur le site de Noah. L'idée, c'était de mettre en valeur des femmes expertes dans le secteur de l'aquaculture, pour que quand il y a des salons, des conférences, des journalistes qui cherchent des experts en aquaculture, on n'ait pas l'excuse de on ne trouvait pas de femmes dans le secteur. Là, c'est vraiment des experts qui ont fait des publications, qui ont fait des passages dans les médias. Donc voilà, en fait, je me suis inspirée, je ne sais pas si vous connaissez du site Les Expertes. Donc, il y a un site qui répertorie toutes les femmes expertes dans un sujet en France et qui est une base de données pour les journalistes, donc pour avoir de la parité dans les échanges, dans les conférences. Donc, moi-même, je me suis inscrite en tant qu'experte des océans, de la blue economy, et donc j'ai voulu faire le même principe dans le secteur de l'aquaculture. Donc voilà, plein d'autres sujets. Déjà là, je suis très contente, on utilise des outils, mais j'ai déjà plein d'autres idées à voir si on peut continuer avec Audrey sur d'autres sujets. Voilà. Merci beaucoup Marie-Lou pour ce tips aussi, très important, je le rappelle, à la fois pour les projets et pour les no-codeuses, les no-codeurs, de faire du benchmarking. Quand on a une idée, c'est vraiment bien d'aller voir la même, on dit une fonctionnalité, cette action, comment elle a pu être faite par d'autres. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de voir comment tu as procédé et puis le fait que tu as finalement pu te débrouiller toute seule. J'en profite aussi pour rappeler qu'il y a vraiment des ressources qui existent pour se former à ces réflexes-là. J'invite vraiment tout le monde à aller voir déjà la chaîne YouTube de No Code France où il y a beaucoup de contenu vraiment de grande qualité, dont certains par des personnes qui sont avec nous là dans ce live. J'aime aussi toujours parler du podcast de Xavier Agapé, une pincée de product, qui est vraiment une manière très très pratique d'accéder aux notions essentielles sur justement comment est-ce qu'on pense un produit, un outil digital pour qu'il soit bien fait et pour qu'il apporte de la valeur. Également, il y a aussi Guylaine Robin qui a une chaîne sur le YouTube de No Code France qui s'appelle Les astuces d'une moldue, je crois, avec
vraiment énormément d'idées. Et puis, j'ai déjà parlé d'apprendre le no-code. Du coup, Marie-Lou, est-ce que tu peux juste nous dire, et puis après, on donnera le mot de la fin à Audrey. On a un petit peu débordé sur le temps. Est-ce que tu as un conseil, toi, à donner à un projet qui est un peu dans ta situation en octobre dernier et qui penserait peut-être ou pas s'adresser à No Code for Good? Ce serait quoi ton conseil? Alors, moi, j'avais un peu de connaissance de ce que c'était le no-code. Donc, je connaissais certains outils et je connaissais ce que ça pouvait faire en termes de potentiel. En fait, je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrières. Vous faites votre liste au Père Noël, vous dites sur quoi je galère, qu'est-ce que j'aimerais faire. Non, mais c'est vrai, hein. Sur quoi je perds du temps, voilà. Et après, un no-codeur, c'est son métier. Non seulement il y a la connaissance des outils, mais il y a surtout le process. Moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment ce sur quoi on a passé le plus de temps, c'était au début. Voilà, Marie-Lou, quelles sont tes priorités? Où est-ce que tu perds de temps? Et eux, en fait, ils ont la vision. Eux, ils vont nous dire, il y a cet outil, je peux le combiner avec cet outil, faire cette automatisation. Donc, en fait, au début, vous allez vraiment avec votre liste au Père Noël, voilà tout ce que j'aimerais faire. Et eux, ils vont être capables de vous accompagner là-dessus. Voilà. Et en plus, l'avantage des no-codeurs, c'est qu'ils adaptent tout pour des gens qui ne sont pas du tout techniques. C'est-à-dire que moi, Audrey, elle s'est pas contentée de me faire une base de données avec des données brutes. Elle m'a fait une interface avec des jolies couleurs, que je puisse cliquer, avoir le lien, etc. Donc, en fait, c'est très accessible. Vous n'avez pas besoin d'être technique. Et en avantage aussi, c'est que ça permet de se concentrer sur son cœur de métier. Donc, ce que je passais en temps à envoyer des mails à la main et tout ça, maintenant, je peux vraiment faire des actions pour mes adhérents. Donc, ne pas se limiter. C'est pas grave si vous n'avez pas de compétences techniques. Eux, ils sont là pour traduire vos besoins en outils. Voilà ce que je pourrais dire. Je vais essayer de faire court. Merci beaucoup. Du coup, Audrey, je te laisse rebondir là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu as appris pendant cette mission? Quelles ont été les difficultés? Moi, ça a été ma première mission officielle. Donc c'est top parce que je suis contente. On est arrivé au bout. Ça m'a permis surtout d'apprendre à cadrer vraiment un projet et un besoin, parce que je pense qu'effectivement, et on voit beaucoup le débat, je trouve, en ce moment sur Internet, notamment sur LinkedIn, dans le domaine du no-code, c'est que, OK, c'est bien de faire du no-code, mais en fait, il y a un vrai boulot, je trouve, de gestion de projet, de savoir cadrer, pour savoir accompagner le client derrière, et c'est pas juste, en fait, du développement, si je peux dire ça comme ça. Et même si j'ai fait de la gestion de projet pendant 10 ans, je trouve que c'était pas du tout la même chose sur un projet de ce type-là, où on est vraiment sur du technique, du digital. Enfin, moi, ça m'a complètement sortie de ma zone de confort. Donc j'ai beaucoup appris sur cette partie. Et puis après, j'ai expérimenté surtout au final. Donc je trouve que c'était vraiment top comme premier projet, parce que ça m'a permis du coup de continuer à travailler avec Airtable et Make, où je m'étais déjà formée dessus, mais en faisant que du cas fictif. Donc c'est pas la même pression, clairement pas. Et après, derrière ça, Zapier, je l'avais jamais utilisé quasiment. Mais j'avais pas envie de me casser la tête avec les API sur Make pour essayer de récupérer les données en fait des LOASO. Donc du coup, c'était aussi un challenge en fait de se dire comment je combine tout ça. Je me forme en même temps sur un outil, et au final, c'est ça qui est challengeant, parce que là, je le vois avec d'autres missions, c'est que je dois carrément me former sur les outils pour pouvoir faire les missions. Donc c'est aussi pas forcément se limiter à la stack en fait qu'on a, et être assez ouvert en fait sur tout ce qui existe et ce qu'on peut utiliser. Bravo. En tout cas, bravo, parce que je pense que pour une première mission, tu t'en es quand même sorti avec brio, y compris sur cette partie cadrage. Et c'est vrai que nous, à No Code for Good, c'est vraiment une valeur qu'on essaye d'apporter, d'aider sur le cadrage en amont pour que les buildeuses et les builders ne se retrouvent pas avec quelque chose de trop liste à la Père Noël. Mais ça reste évidemment quelque chose qui doit faire partie je trouve plus l'expression, la corde à mon arc, je ne sais plus exactement quelle est l'expression, mais donc c'est vraiment une compétence très importante. Quel conseil est-ce que toi tu donnerais du coup, Audrey, à une no-codeuse ou à un no-codeur qui envisage de rejoindre la plateforme, et aussi au projet? C'est une très très bonne question. Ça fait longtemps, j'avoue, Marie-Angéline, que j'ai pas mis le nez sur la plateforme. J'ai été un petit peu débordée, mais
Moi, je trouve que qu'on soit débutant ou pas, je trouve que c'est une super initiative en fait de pouvoir faire partie justement de l'asso parce que ça permet vraiment d'accompagner finalement des gens qui n'ont pas les compétences et qui en plus n'ont pas les finances. Et quand on débute, enfin moi, ça m'a permis, je trouve, de prendre confiance et de gagner en légitimité parce que même si en soi, je savais que j'en étais capable, il y a une différence entre le savoir et se dire: «Ouais, mais en fait, je viens de me lancer là-dedans, gros syndrome de l'imposteur, même si je m'en sens capable, en vrai, bah, qu'est-ce que je fais là, quoi?» Et du coup, ça m'a vraiment rendue légitime, en tout cas pour moi personnellement. Peut-être que vis-à-vis des autres, peut-être que j'étais déjà légitime, j'en sais rien. Mais moi, ça m'a vraiment permis d'avoir confiance en moi, de pouvoir faire justement des missions en bénévolat où du coup, il y a une pression quand même de résultats, mais où on est tous un peu plus cool parce que, bah, ça reste du bénévolat et qu'on y accorde le temps qu'on peut dans le délai qu'on a, et du coup, il y a beaucoup moins de pression et moi, je pense que c'est ce qui m'a vraiment permis finalement de me lancer pour ensuite oser aller chercher des clients qui derrière du coup payent. Bah, merci vraiment à toutes les deux parce que c'est aussi exactement ça qu'on recherche à No Code for Good. Finalement, c'est quelque chose qui bénéficie à tout le monde parce qu'on est au service des projets, mais on est aussi au service de la communauté des no-codeuses et des no-codeurs. Donc, merci vraiment à toutes les deux d'être venues présenter ce projet. Et puis, je pense qu'il y a Quentin qui va revenir pour nous faire le mot de la fin, qui sera le vrai mot de la fin. C'est ça, et oui, le live de No Code for Good est terminé. Il était génial, moi j'ai adoré. Donc on se retrouve le mois prochain, le 27 août, pour notre prochain live. Niveau No Code France, le prochain live, c'est demain matin et c'est avec Sacha de Apprendre le No Code. On remercie bien sûr Marie-Lou et Audrey pour nous avoir présenté la collaboration autour du projet Nova. Et enfin, ben, on remercie aussi No Code France qui nous laisse faire notre émission sur leur chaîne Twitch. Passez une bonne journée. Au revoir et à la prochaine. À bientôt.